Bonjour, bienvenue sur cette vidéo des Brothers, je suis Florent, et pour cette vidéo, je vais présenter une synergie qui est la synergie des Mandaloriens que je voulais présenter depuis un bon moment déjà avec Bo-Katan en tant que leader, et mon idée elle a eu le temps de mûrir, tout ça, et finalement je vous présente cette synergie Mandalorien avec un leader qui n'est pas Mandalorien, mais qui va offrir d'autres avantages à tout ça, notamment avec ce nouveau set 3 et des cartes que je vais présenter, et c'est parti. Hera Syndulla en tant que leader, avec une base bleue à 30 points de vie. Donc Hera Syndulla sera 6 ressources, c'est une 4-6, donc des stats qui sont moyennes par rapport à son coût en ressources. En attaque, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité unique, donc on verra que dans le deck, il y a quand même un assez bon nombre d'unités qui sont uniques, même si j'ai pas concentré vraiment le deck autour de ça. Après, ça s'y prête ou non, s'il y a des unités qui sont uniques, qui fonctionnent bien à la synergie mandalorienne. Ce qui est intéressant avec Hera Syndulla, c'est qu'elle soit déployée ou non, on ignore la pénalité d'affinité des cartes spectres que l'on joue. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là on est en vert-bleu, et bien en fait pour toutes les cartes qui ont le trait spectre, et bien ça peut être du rouge, du jaune, c'est pas grave, on peut les insérer sans souci dans ce deck, et ça va rentrer justement, on va aller chercher celles qui sont mandaloriennes en plus, ou des événements, puisque ça existe aussi des événements qui sont spectres. Donc vraiment, sans rentrer dans la présentation de cartes, c'est juste pour les nommer. Donc les cartes qu'on va rentrer, les unités qu'on va rentrer qui sont spectres dans ce deck, qui ne sont pas ni vertes ni bleues, donc on a Sabine Wren qui coûte 2 ressources, du set 1, et Sabine Wren du set 3, qui est jaune, et 3 exemplaires aussi. Donc voilà, ça c'est les 2 unités, donc ça fait 6 cartes, les chacune ont 3 exemplaires. Et ensuite en événement, étincelle de rébellion, parce que on regarde la carte de l'adversaire et défausser en une carte, c'est trop fort comme effet, franchement, si on peut le rentrer, ben, on le met en 3 exemplaires. Donc Karabast, un seul exemplaire, mais c'est parce que moi j'aime beaucoup, voilà. Je vous affiche ici la decklist, que je vais pas en parler plus longtemps, voilà, c'est histoire de l'afficher, que vous l'ayez visuellement. On y reviendra dessus après, plus tard, où j'expliquerai différentes choses. Alors, les cartes qu'on peut jouer T1. Alors, sans conteste, Sabine Wren unité du set 1, pour 2 ressources, c'est le meilleur T1 possible. Voilà. Ensuite, Disciple de la Voix ou le Sauveteur du clan Wren, ce sont des unités, en fait, qui ne sont pas indépendantes. On y reviendra un petit peu plus tard, ça dépend d'autres cartes. Donc, c'est pas le T1 idéal. Et Étincelle de Rébellion, c'est un T1. Si on est premier joueur, franchement, vous jouez ça en premier, vous voyez la main de l'adversaire, vous défaussez une carte, vous pouvez aussi, s'il a qu'une carte de T1, l'adversaire, lui enlever, et du coup, il joue pas, et vous lui avez enlevé une carte. Ça peut être très fort aussi, dès le T1. Maintenant, les unités T2. Alors, le guerrier mandalorien, justement, ça va être une unité qui va se combiner avec le disciple de la voix, qu'on a vu juste précédemment, où je disais que c'était des cartes qui n'étaient pas indépendantes. Ben voilà, le disciple de la voix va dépendre du guerrier mandalorien pour être rentabilisé à sa juste valeur. Et à sa juste valeur, c'est comme ceci. Bon, alors on imagine qu'on a joué le disciple de la voix justement T1, là, c'est la fin du T1, on passe au T2, on redresse les unités, les ressources, et pour 3 ressources, eh bien, on joue justement le guerrier mandalorien, qui est une 3-3, et qui donne un jeton expérience à une unité mandalorienne. Très bien, le disciple de la voix d'une 1-3, il passe à une 2-4, mais vu qu'il a amélioré, que le jeton expérience est une amélioration, il a +1/+1. Intercepteur de Concord Down, parfait pour contrer une unité spatiale adverse. Ça va complètement bloquer, c'est très bien, en plus c'est mandalorien, voilà, ça va être éligible à recevoir toutes les améliorations de la synergie mandalorienne, que ce soit avec le guerrier mandalorien pour plus tard, sabre noir, plein d'autres bonus. Et le pacificateur de Sundari, ce qui est intéressant, c'est qu'il a 5 points de vie, qu'il n'a que 1 en attaque et raid 2, et que donc les adversaires vont être tentés de l'attaquer. Donc en fait, le pacificateur de Sundari, grâce à ses 5 points de vie, il y a de fortes chances qu'il survive au tour où on le joue, et donc il sera là pour faire d'autres actions. Son récupération 2 est très intéressante, puisqu'on va pouvoir soigner la base si l'adversaire décide justement de ne pas l'attaquer, et d'attaquer la base. Donc voilà, vous remarquez, c'est assez mécanique. T1, on joue une carte à 2 ressources, T2, une carte à 3 ressources, et c'est à partir du T3 que justement, où on joue une carte à 4 ressources, donc Sabine Wren, qu'on a mis en 3 exemplaires, on présentera un petit peu plus tard son effet en particulier, le Razor Crest, et également on y reviendra un petit peu plus tard avec son effet, ou un maître au tapis pour gérer une unité, ou alors sinon, on peut jouer plusieurs cartes, qui sont des cartes du T1 ou du T2, c'est-à-dire à 2 ou 3 ressources, et surprendre l'adversaire par rapport à ça. Donc on a plusieurs possibilités. Et parmi ces possibilités, on imagine qu'on a joué le pacificateur de Sundari au T2, qu'il est toujours en vie, voilà. Donc là, les unités se redressent, on passe T3, et donc là on va jouer plusieurs cartes. Donc pour 2 ressources, ok, on va jouer le sauveteur du clan Wren pour 2 ressources qui donne un jeton expérience à une unité. Ça peut être à lui-même ou à une autre unité, là on va utiliser sur le pacificateur de Sundari, ça va être cool. Donc là on imagine que notre adversaire il est un petit peu bête, il tape la base, on a récupération 2, c'est un petit peu bête. Mais nous pour 2 ressources on va jouer une armure mandalorienne. Donc on a joué 2 cartes ce tour-ci,
Et donc là, on va rentabiliser le fait voilà, vraiment d'avoir les dégâts suffisants et le bouclier pour voilà, faire le trade parfait. Et on n'oublie pas quand même récupération 2, de soigner les 2 dégâts sur la base. C'est pour ça que je disais que c'est un petit peu bête de la part de l'adversaire. Parce que oui, il y a d'autres cartes qui coûtent 4 ressources ou moins, et qu'on peut jouer au T3. Mais en prenant l'exemple du sabre noir, qui est en 3 exemplaires, je déconseille fortement de le jouer T3. Vraiment, ça s'y prête pas beaucoup dans ce deck, on n'est pas un deck Sabine, on joue pas le full aggro comme Sabine, donc je déconseille dans ce sens-là. En revanche, on a intervention opportune, pareil, on va la garder généralement pour le jouer plus tard, et on montrera un exemple avec Sabine jaune que j'ai montré juste avant, où ça fonctionne super bien. On a l'armure mandalorienne pour 2 ressources, ben, ça donne 1, 3, et si c'est sur une des Mandaloriens, ce qui est le cas pour tout, sauf notre leader Hera, eh bien on donne un jeton bouclier à l'unité. Le Razor Crest, là où il va être le plus intéressant, c'est dans ce registre-là. Donc notre Razor Crest, on imagine, voilà, on a déjà notre jeu qui est en place, et on a une unité sur laquelle on a misé, on a joué une amélioration. Quelle qu'elle soit, ça peut être aussi une amélioration du side, on le verra plus tard. Donc on imagine que notre adversaire le contrôle. Voilà, donc on se dit qu'on perd une carte en plus, c'est-à-dire l'amélioration qu'on a jouée sur l'unité. Et ça, c'est vrai que c'est pas très bien rentabilisé. On a une manière de le compenser, ça. C'est avec le Razor Crest, justement, d'aller chercher, une fois joué, une amélioration de notre défausse et la reprendre en main. Et on pourra le jouer plus tard ici, par exemple, sur cette. Concernant Sabine jaune, voilà, considérons que l'adversaire a un board quand même assez fourni, et que nous, on va devoir se dépêtrer de cette situation. Donc pour 2 ressources, on joue intervention opportune depuis la contrebande. Donc voilà, on remplace la ressource, et pour 4 ressources, on va jouer Sabine Wren et lui donner embuscade, et on va venir attaquer la Shakti pour survivre à notre attaque, et pour rester en tant que menace avec cette Sabine, pour survivre, et on n'oublie pas l'effet en attaque. Donc si la carte qu'on défausse au-dessus de notre deck n'est pas de la couleur de notre base, on peut infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Donc là, le libérateur de la 501 ne peut pas attaquer Sabine, parce que quand elle est inclinée, on ne peut pas l'attaquer. Donc il attaque à 3 sur la base. On déploie Hera, puisqu'on a 6 ressources, et on va venir éliminer le libérateur de la 501ème, et aussi faire proc l'effet en attaque de Hera, et donner un jeton expérience à Sabine Wren, étant donné que c'est un perso unique. À présent, les plus grosses unités de ce deck, pas les plus grosses, mais parmi les plus grosses, mais que justement on a un seul exemplaire, parce que ce sont des unités que je juge très situationnelles. Fenro, notamment, dépend de si on a beaucoup d'améliorations dans notre main ou pas, enfin beaucoup, au moins une. Dans le deck, il n'y en a pas tant que ça. En side, il y en a 2 de plus qu'on peut rajouter, donc ça peut s'y prêter. Le Ghost, ça va être intéressant, surtout avec du Spectre, donc notre valeur sûre, ça va être de sortir Hera et de jouer le Ghost pour faire matcher les 2 ensemble. Et le Gauntlet des survivants, ça va aussi dépendre de si on a des améliorations. Je pense surtout au sabre noir où ça va être rentabilisé à 100%. Si on attaque plusieurs fois, qu'on fait proc le pouvoir du sabre noir, là ça peut être très très fort et ça peut être très tricky. Mais bon, ça demande aussi voilà, des situations très particulières. En fait, il y a d'autres cartes avec un fort coût en ressources et qui sont aussi situationnelles, hein, évidemment, mais qui constituent une base plus solide sur lesquelles on va s'appuyer. Ben, je pense en fait au champion de la Duchesse, qui coûte 4 ressources, mais nous on va devoir le payer 6 parce qu'on n'est pas double bleu. Et ben en fait, avec le renfort de Ewing, on va pouvoir jouer des cartes dont le coût combiné est de 7 ou moins. Mais c'est le coût sans penser aux pénalités, puisque le champion de la Duchesse, son coût en ressources est de 4 en dehors des pénalités. Comment ça marche exactement? Ben en fait, on va payer nos 7 ressources, et jouer renfort de Wing, alors que j'imagine que vous connaissez. Si vous connaissez le jeu, on regarde les 10 premières cartes au-dessus de notre deck, et on peut jouer jusqu'à un combiné de 3 cartes maximum, dont le coût combiné est de 7 ressources, sans les pénalités justement. 7 ressources ou moins. Donc voilà, là on pioche le champion de la Duchesse, et ça va être intéressant de le jouer. Et donc, ce qui est cool avec notre renfort de Wing, c'est qu'on va jouer plusieurs cartes en même temps. Le champion de la Duchesse, si il y a 3 unités en face, ce qui est le cas ici, eh bien il va gagner Sentinelle. Donc ça c'est plutôt cool. Vous vous souvenez des premières cartes T1 et T2 que j'avais dit, elles sont dépendantes ou indépendantes? Ben celle-ci, Guerrier Mandalorien va pouvoir donner un jeton expérience et renforcer notre Sentinelle. Et nous avons l'Armurière, en 3 exemplaires, incontestablement, qui une fois joué dit donner un jeton bouclier à un maximum de 3 unités Mandaloriens. Donc ça ne pourra pas s'appliquer malheureusement sur Hera ou sur le Ghost, mais tout le reste est éligible. On imagine qu'on est tour 4, on a déjà 2 unités Mandaloriennes qui sont en jeu, et donc là pour 5 ressources, on va jouer l'Armurière, et là c'est tout trouvé en fait. On met des jetons boucliers sur l'Armurière, justement elle, parce que c'est pas autre unité, c'est
unité mandalorienne, donc elle y compris, et les 2 autres, et voilà, le tour est joué, on est protégé. Et donc on a aussi notre Mando. Donc pour 6 ressources, c'est une 5-6 sentinelle, mais là où c'est vraiment impactant, c'est si on fait l'effet une fois joué, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une unité qui coûte 2 ressources ou moins qui est déjà en jeu, et donc on peut soigner tous les dégâts qui sont sur cette unité qui coûte 2 ou moins, et lui donner 2 jetons boucliers. Et ça franchement, c'est très fort. Et du coup, en termes pratiques, ça donne ça. Voilà, on a une unité qui coûte 2 ou moins, l'adversaire il va l'attaquer, et en se disant, bah ouais, je survis à cette attaque. Donc nous, on va jouer le Mandalorian. Et donc là, on va vraiment rentabiliser tout ça. Donc déjà, on est une sentinelle 5-6. Franchement, déjà, les stats, c'est pas dégueu. Donc on soigne notre disciple de la voix. On lui donne 2 jetons boucliers, et il faut pas oublier que les jetons boucliers, ce sont des améliorations. Donc ça fait proc son pouvoir. Et donc notre disciple de la voix, d'une 1-3, il passe en 2-4. Pas dégueu, il va pouvoir éliminer le petit clone. Et puis derrière, voilà, si on déploie Hera, notre Mandalorian qui a des stats de 5-6, ben, puisqu'il est unique, très vite ça passe en 6-7. Et donc les stats, elles sont encore plus intéressantes. C'est vraiment pas dégueu pour une sentinelle. Voilà, le petit jeton. À présent, pour parler brièvement du side, ben, y a 2 cartes qu'on a déjà dans le deck qui sont Maître au tapis et Razor Crest, qu'on mettrait de 2 exemplaires à 3 exemplaires. Enfin, il y a la possibilité. Le Razor Crest, c'est vraiment intéressant de l'avoir en 3 exemplaires. Je le mets pas nativement parce que sinon ça floude un petit peu trop. Mais sinon, ensuite, on a Chopper. Si on veut un petit peu étoffer le T1 ou qu'on veut combler avec notre renfort de U-Wing avec l'unité A1, ça se combine bien. Étant donné que c'est Spectre, on ne paye pas la pénalité. Sinon, voilà, on a des améliorations, tout ce qui tourne autour des améliorations qui sont ici, voilà, bâton électrostatique, sabre laser de Luke, qui sont des améliorations à 2. Se combine bien avec Fenro d'ailleurs. Telle est la voie, ben, c'est de la pioche. C'est opti dans un deck Mandalorian pour réduire le facteur chance autour de la pioche, tout simplement. Bon, et le protecteur du trône, c'est clairement pas une unité game changer. Mais c'est assez situationnel. Et si on a tous les éléments qui se rassemblent pour l'améliorer, que ce soit avec une unité qui dépend des autres ou une amélioration directement, ça peut être quand même assez fort, mais qu'un seul exemplaire dans le side parce que c'est quand même assez situationnel et ça casse pas 3 pattes à un canard nativement non plus. Et ça team en un exemplaire dans le side parce que c'est fluff. Hein. Sur ces belles paroles pleines de sagesse, j'espère que ce deck mandalorien sans blaguer vous a plu. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.